des joueurs. Est-ce que vous êtes favorable à une grève là? On était le 17 septembre, nous sommes le 13 ou 14 novembre, quelques mois plus tard. Non, je ne suis pas favorable à une grève parce que c'est un aveu d'échec. Quand on représente les joueurs, quand on a un mandat pour les défendre, ça veut dire qu'on doit réunir les éléments qui forcent les instances à avoir les bonnes solutions, les bonnes raisons et à entendre la raison des joueurs qui sont les acteurs principaux quand même du football, il ne faut pas l'oublier. Et donc les pousser à faire une grève, c'est un aveu d'échec du dialogue social et qui est quand même le cœur du football avec les conventions collectives. Mais c'est un peu tout ce que ne respectent pas les instances actuelles et la plus grande d'entre elles, c'est la FIFA. On va y revenir. Alors, à l'intérieur finalement soit de l'UNFP ou de la FIFPro, je vais rappeler juste les actions qui ont été mises en place pour mettre un peu la pression, pour ne pas faire la grève, mais en tout cas pour mettre la pression sur la FIFA. On a en juin 2024 l'UNFP français, donc, ainsi que vos homologues anglais, les Italiens, plus la FIFPro Europe, dépose plainte au tribunal de grande instance de Bruxelles. La compétition qui ne passe pas, c'est le mondial des clubs, donc de la FIFA, organisé aux États-Unis le 15 juin jusqu'au 13 juillet prochain. Cette compétition a été validée par Gianni Infantino à Kigali. Plus grand secret, en tout cas, ou la plus grande opacité, c'était en 2023. Et puis la deuxième action du syndicat mondial, avec les grands championnats européens, la plainte contre la FIFA sur le calendrier des matchs, la plainte déposée devant, cette fois-ci, la Commission européenne. Stéphane, on s'est eu par texto, j'ai pris un peu le pouls, voilà. Vous m'avez dit, grève, mythe ou réalité. Vous avez déjà un petit doute sur le passage à l'acte, et mais c'est sur le bienfait également d'une grève ou pas? Parce qu'il y a déjà eu un premier mot du président. Je pense que c'est un sujet évidemment central, oui, c'est un sujet central. Il y a eu, sur cette chaîne, dans une émission de Greg Hacher, là, au début de soirée, une démonstration implacable sur les temps de jeu des joueurs. Mais c'est spectaculaire. Peut-être que David pourrait nous donner le président Terrier pourrait nous donner d'autres éléments de temps de jeu, mais je crois que quand on parle de ça, on ne mesure pas. Je sais qu'ils avaient pris l'exemple de Benzema et de Mbappé, par exemple, à 10 ans d'intervalle. C'est colossal, la différence de temps de jeu. Donc, évidemment, avec tous les problèmes que ça pose, Rodri, on l'entend, on rappelle que le fameux Rodri qu'on entend, 4 jours après, il se fait les croisés. Genou droit, on le verra. saison terminée. Voilà, on le verra pas. Donc, je pense que c'est effectivement un sujet central. Alors, on entend ça, grève, mais moi, je doute effectivement de la capacité des joueurs à se faire entendre sur cette question-là auprès des instances. J'ai l'impression que les trains passent, qu'on les entend un peu protester, mais qu'il ne se passe jamais rien. Mais c'est pour ça que les joueurs réagissent, parce qu'il y a Rodri, mais il y en a des quantités d'autres, parce qu'en fait, ils sont effarés de dire il y a la FIFPro, il y a des études qui sont faites depuis 6 ans. Donc là, on parle juste d'un exemple par rapport au même âge, le nombre de matchs fait entre Kylian Mbappé et Karim Benzema. Mais il y a des études qui sont faites, et non pas par nous, par des entreprises indépendantes, par des médecins, par des responsables de la team performance, par des entraîneurs. Donc, c'est des choses objectives. Et on les envoie, tout ça, aux instances. Et ça, on explique aux joueurs, parce qu'on les rencontre. En France, on passe 6-7 fois dans les clubs. On rencontre une fois par an les joueurs de l'équipe de France, et ils sont en train de nous dire, mais en fait, vous êtes en train de faire tout le travail. Nous, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas connaissance de tout ça, mais c'est pire. En fait, ils s'en foutent complètement de nous. Et c'est Kevin De Bruyne qui l'a très bien dit, quand le journaliste lui dit, oui, mais et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'en foutent. Le seul intérêt, c'est l'argent. Et ils ne parlent plus du foot. Ce qui n'est pas important, c'est le foot, c'est l'argent. Et c'est devenu ça, le foot. Et quelle image? Quand vous dites « il », pour que nos auditeurs, comprennent bien, c'est les dirigeants du foot. Oui, mais ça va plus loin que la... Parce qu'on pointe la FIFA, évidemment. Alors là, on est au ou les présidents de club. Mais les présidents de club le sont également. Parce que c'est toujours le même débat qu'on a dans ces questions en France. Et c'est très juste ce que tu dis. Le président du Real Madrid, quand Ancelotti a commencé à se plaindre de ça, hop, il a levé la main et Ancelotti... Camembert. Parce qu'on fait un premier point sur cette émission. On fait un premier point. Je dis, vous n'êtes pas favorable à la grève, ok? Mais maintenant, depuis 6 ans, vous faites un travail de fourmi, indépendant. Vous prouvez que les cadences infernales donc, fragilisent, on va dire, le salarié, le footballeur, le spectacle de la compétition. Mais en fait, c'est pisser dans un violon, puisque en fait, tout le travail n'est pas écouté. Il n'y a aucun truc. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est la grève.
Non, pardon, hein, Non, mais ça vient on fait un point. crescendo, ça. Hein. Pardon? Ça vient crescendo, la décision de grève. Stéphane dit, moi j'y crois pas pour le moment, mais dans toutes les époques, on sent quand on discute avec les joueurs qu'ils en ont marre de plus en plus, que c'est palpable, alors que c'est des discussions quand on n'entendait pas il y a 2 ou 3 ans. Alors que maintenant, ils ont conscience que trop, c'est trop. Quoi. C'est extrêmement rare une grève. Vous avez participé à une grève, on était en 1972, c'est la 17e journée de championnat. Alors on est 4 ans après mai 68. Il faut dire que le contexte là, était moins, on va dire, favorable pour les joueurs de foot, puisque c'est le président d'un club qui décidait de la vie ou de mort sportive d'un joueur qui transfère. Expliquez-nous les raisons de cette grève. Enfin, quand on signait, avant la première charte, la première mouture de la première charte, c'était même pas la charte, c'était le contrat à temps. Quand on signait jusqu'à 35 ans. Bah bien, contrat longue durée, bravo. 35 ans, c'est-à-dire que... Mais le club pouvait se séparer de vous s'il n'avait plus envie de vous, mais s'il voulait vous garder, vous n'aviez aucune possibilité de discuter de quoi que ce soit jusqu'à 35 ans. De 18 à 35 ans, vous étiez libre à 35 ans, et à cette époque-là, à 35 ans, un footballeur était complètement carbo. Il y avait quasi très très peu de joueurs. Donc, on a eu la sensation que quand on a obtenu le contrat à temps en 68, grâce à Juste Fontaine, Michel Hidalgo, Jeanne Joléa, qui se sont battus c'était les premiers, les leaders de ce contrat à temps, on a senti que les dirigeants voulaient revenir sur ça, et le prédécesseur de David à l'UNFP, qui était mon président, j'étais membre du comité directeur. On a décidé avec Guy Lassalette, Paul Orsatti et Jacques Bertrand, notre avocat à l'époque, qu'il fallait qu'on fasse un congrès pour essayer de sensibiliser tous les joueurs, mais après les présidents, pour leur dire qu'il n'était pas question de remettre en cause ce contrat à temps. Mais là, c'était pas encore la grève, là. Et le moment du basculement... Le basculement vient quand les clubs refusent aux joueurs, en particulier Lyon, refusent aux joueurs de venir au congrès à Versailles. Donc... nous, on décide, à ce moment-là, moi je me lève et je dis, bon, arrêtons de tergiverser, est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, si jamais il y a la moindre sanction prise contre les joueurs lyonnais, de faire la grève, début décembre, c'était le 2 ou 3 décembre, le match. 3 décembre. Et à main levée, toute la salle vote pour la grève, et donc on a fait cette grève le 3 décembre, mais il faudrait... plusieurs émissions pour raconter les péripéties, les volte-face. Il y a une grève, mais c'est bien aussi de le rappeler. C'est la dernière grève de footballeurs en France. La première et la dernière. 1972, donc il y a 52 ans. Ouais. David Terrier, aujourd'hui, les footballeurs, pardon, vous avez peut-être trouvé le truc un peu maladroit, sont bien payés, gagnent beaucoup d'argent, en tout cas dans l'image du grand public. Est-ce que de faire grève, est-ce que c'est une idée qui traverse aussi l'idée des footballeurs? Ils disaient, ça ne va pas être très très populaire parce que c'est vrai par rapport aux fans qui sont au stade, moi je gagne beaucoup, et puis de faire grève, est-ce qu'il y a ce conflit intérieur chez les joueurs aussi? Voilà. Et ça c'est peut-être pour le passage à l'acte aussi. Non mais évidemment il y a ce conflit intérieur, mais en fait les joueurs prennent conscience qu'ils ne parlent pas que des joueurs, les top players et les top clubs. Ah oui. On parle de football et les joueurs prennent conscience aussi que l'économie, l'industrie du football est en train d'exploser. Les top clubs et les top players, moi je ne m'inquiète pas pour eux. Ils auront, comme Johan à l'époque, il gagnait plus d'argent que moi, et c'était normal, il avait plus de talent, il est parti à l'étranger, il a fait les Coupes d'Europe. Ces joueurs-là, ils vont toujours avoir plus d'argent. Et d'ailleurs, mais c'est eux qui jouent le plus de matchs. Parce que eux qui jouent le plus de matchs. Le joueur je sais pas, d'Ajaccio, il joue un match par semaine, ça va pour lui. Mais alors, il n'est pas surmené. Sinon, ceux qui sont surmenés, c'est ceux qui gagnent de l'argent. Mais quelles conséquences pour les joueurs qui sont des joueurs qui ne jouent pas la Coupe d'Europe, qui ne sont pas internationaux? Mais justement, il y a un accroissement des compétitions internationales au détriment des championnats domestiques. Et là, les joueurs disent, moi je suis en équipe de France, je suis au Real Madrid, je fais 65 matchs, peut-être avec la Coupe du Monde, ça va monter jusqu'à 80 matchs en une saison. Déjà, ils disent, par respect des fans, du public et également de moi-même, je suis incapable de créer du beau spectacle. Parce que physiquement, j'en suis pas capable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces gens-là, ils ont été dans des centres de formation, ils ont des amis, des copains qui jouent à Ajaccio, qui jouent à Metz, qui jouent à Niort, qui jouent... Et eux, leurs copains leur disent « Ouais, mais c'est bien, toi, tu te plains. Parce que tu joues trop et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais moi, la conséquence... que toi, tu prennes plus d'argent et que les gros clubs, et c'est très juste ce que tu as dit, mettent une pression incroyable sur les instances pour développer, non pas les compétitions,
leurs revenus. Et pour développer les revenus, on est obligé de changer le système de la Champions League. On fait une Coupe du Monde des clubs, on y reviendra tout à l'heure, mais qui est dénuée de sens à tous les niveaux, au détriment des autres. Et moi, je prends toujours cette phrase de Maxime Saada, qui résume tout. Je n'ai plus d'argent pour le football français parce que j'ai investi 480 millions d'euros dans toutes les compétitions de l'UEFA. Et si je donnais de l'argent au football français, je n'aurais pas assez d'abonnés supplémentaires qui me permettraient d'équilibrer mon investissement. Il a tout dit. Donc, on privilégie les compétitions internationales, les top compétitions, au détriment des championnats domestiques. Et là, les salaires en Ligue 2, on le voit bien, baissent. Le deal de droit télé, ce n'est pas qu'un contexte Canal+, ou pas. Parce que Canal+, si vraiment ils avaient besoin du championnat de France, et ça a été le cas dans le passé, ils sont assis sur leur fierté et ils ont trouvé des solutions. Ce n'est pas que ça. C'est juste que le produit, il est en train de dévaluer au championnat domestique parce que les gens, ils ont du foot tous les jours à la télé. Moi, le match, à l'époque, un OM-PSG, on en parlait presque 15 jours à l'avance. Là, personne n'en parle. Et il y avait 2 millions de personnes qui le regardeient. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils ont des matchs de Champions League toute la semaine. Les gens, ils ne les regardent même plus, les matchs du week-end. Donc, on est en train de faire exploser la bulle du foot, mais toujours au détriment des plus petits clubs et des plus petits salaires en Ligue 2. Parce que les salaires en Ligue 2 baissent et les droits télé baissent. Et forcément, un gros impact sur les petits clubs. Jo, vous avez une question à poser, ou questionnement, un étonnement à faire part à Non, par rapport aux instances. Aux instances, elles ont toujours été, elles ont toujours privilégié le business par rapport aux joueurs et ça n'a jamais bougé. Et c'est eux qui décident à chaque fois de ce qui se passe dans le monde du football. Donc aujourd'hui, en fait, ma question, c'est quel angle, toi et tes associés, vous allez prendre, vous allez chercher à quel angle pour pouvoir essayer de faire changer ça. Parce que pour moi, ça me paraît impossible. Mais en même temps, je suis à fond derrière vous pour essayer de régler ce problème et essayer que les joueurs puissent prendre un peu plus de poids dans les décisions. Mais quel est l'angle que vous allez prendre? Parce que comment arriver à les persuader de changer cette idée-là? Les forcer, quoi. Le seul espoir, et il est très opportuniste, c'est des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Jusque là-haut, quoi. On les a déjà. Il y a eu 3 décisions au mois de décembre. Il y a eu, on le verra plus tard, l'arrêt Lassana Diarra. Et elles disent juste, cette société-là, privée, basée en Suisse, elle n'a aucun droit. Pour régir les compétitions. Exactement. Sur la circulation. Et entre autres. Et donc, tout ceci est possible si et seulement si il y a des accords entre employeurs et employés. On revient en base. C'est pour ça que nous sommes allés devant le tribunal de grande instance de Bruxelles dans le but de créer des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. T'as vu, j'étais pas technico-foot, j'essaie de l'être un peu c'est plus. mieux, là. Avec ça, j'ai progressé. C'est technique, là. Ouais. Et donc, le but, c'est ça. Et de dire à cette société privée et à M. Infantino, qui pue la tête à l'Europe, de lui dire, mais attendez, il y a des lois, il y a des règles. Et par exemple, nous, sur ce qu'on a fait pour aller au tribunal de Bruxelles, c'est juste sur le droit du travailleur. Les joueurs, il y a des conventions collectives qui sont signées. En France, tu dois avoir minimum 3 semaines de vacances entre 2 saisons et 1 semaine à Noël. Il y a d'autres conventions collectives. Et ça, il doit y avoir du repos hebdomadaire. Il doit y avoir du repos. Mais c'est des travailleurs, les joueurs de foot, et qui gagnent à partir de quel salaire on n'a plus de droit.